aujourd'hui à 9 heures, de 9 heures à 10 heures pour les parties sur les ravageurs en fruits à noyaux. Ensuite, de 10h30 à 11h30, on aura une partie sur les maladies des fruits à noyaux. Et cet après-midi, de 14h à 15h, on traitera des variétés et porte-greffes en fruits à noyaux. Donc, si vous avez aussi d'ores et déjà des questions porte-greffes et variétés, attendez peut-être la présentation de cet après-midi pour en savoir un peu plus. Et sinon, donc, on va commencer sur les ravageurs avec ma collègue Clémence qui travaille au FIBOL en Suisse pour la partie germanophone et qui en dira plus si jamais sur ses activités. Une présentation qui est faite dans le cadre de BioFruitNet qui vous sera aussi présentée un peu. On est au bout de 4 ans de projet, donc ça va vous être présenté brièvement. Bonne présentation à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous aussi de ma part. Donc, ce cours a été mis en place dans le cadre du projet européen BioFruitNet, qui a permis à l'échelle européenne de mieux connaître les besoins de recherche en arboriculture biologique, d'identifier les meilleures sources d'informations disponibles en Europe sur l'arboriculture biologique, donc la gestion des principales maladies, des principaux ravageurs, du choix variétal, la biodiversité fonctionnelle, et de les adapter sous de multiples formats, donc des résumés pratiques de 2 pages, ou encore des vidéos, des podcasts, ou encore ce cours en ligne, et de traduire tous ces matériaux dans les langues des partenaires du projet. Donc, on est jusqu'à 11 partenaires dans le projet, et donc beaucoup de langues différentes. Donc, comme Robin disait, je travaille au FIBOL Afrique, dans la partie germanophone de la Suisse. Je travaille dans tout ce qui est technique arboriculture, donc essais phytosanitaires, maladies ravageurs, essais variétaux. Je teste des nouveaux modes de conduite, etc. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les stratégies de lutte contre les principaux ravageurs dans les fruits à noyaux. Donc, ce cours a été compilé à l'aide, en collaboration avec mes collègues de la République tchèque, Radek Pavra, et un collègue de Pologne, Elidio Maluza. Donc ici, vous voyez les principaux ravageurs des fruits à noyaux. Vous avez la drosophile du cerisier qui peut attaquer les cerisiers, mais aussi les pruniers et les abricotiers. Vous avez la mouche de la cerise sur cerise. Vous avez les tétraniques, ou encore appelés acariens, dont le tétranique rouge et le tétranique tisserand, qui peuvent attaquer tous les fruits à noyaux, toutes les espèces, donc cerises, prunes, abricots, pêchers, nectariniers. Vous avez le puceron noir du cerisier, donc qui attaque seulement le cerisier, comme le nom l'indique. Et vous avez le Carpocaps de la prune sur prune. Donc, on va commencer par la drosophile du cerisier. Pour chaque ravageur, je vais vous présenter comment identifier le ravageur, les symptômes et dégâts qu'il cause, comment faire le suivi et la gestion de ce ravageur. Donc, les mâles de la drosophile du cerisier peuvent être reconnus à l'aide de deux taches, sombres sur les ailes visibles à l'œil nu, contrairement à la femelle qui n'a pas ces 2 taches. Et ce sera la femelle qui cause les dégâts. Elle a un grand ovipositeur incurvé avec des dents de scie de couleur foncée qui peuvent être vues à la loupe. Et avec cet ovipositeur, elle va percer un trou dans le fruit. Vous avez aussi une image de la larve et de la pupe. Et vous avez aussi le cycle que vous voyez ici. Donc l'adulte va pondre un œuf. Entre 1 à 3 jours, cet œuf va éclore. Vous avez le premier stade larvaire, le second, le troisième, puis la pupe. Et tout le cycle peut prendre de 4 à 15 jours. Les symptômes, donc comme la femelle va percer un trou dans les fruits, vous pourrez voir des petits trous à la surface des fruits. Et puis plus tard, il y aura la larve à l'intérieur du fruit. Ici, vous la voyez dans la chair. Et ici, vous voyez une larve qui, justement, montre sa tête.
parce qu'en fait, on avait plongé la cerise dans de l'eau salée et puis ça a fait ressortir la larve. Le suivi. Quand faire le suivi, c'est en fait à partir du début de la maturation des fruits jusqu'à la fin de la récolte. Vous pouvez installer des pièges de surveillance dans des endroits ombragés et protégés. Couleurs de préférence rouge ou noire, c'est les couleurs les plus attractives pour la drosophile. Et il faudra surveiller ces pièges chaque semaine. Donc, vous avez des pièges commerciaux, mais vous pouvez aussi faire vos pièges maison, ici à l'aide de bouteilles où vous percez des trous et vous remplissez avec un mélange de vinaigre, d'eau, de savon. Après, vous pouvez contrôler les fruits. Donc, vous pouvez prendre 50 fruits de manière aléatoire, intacts de l'extérieur. Vous pouvez les inspecter à l'aide d'une loupe. Donc, vous pouvez vérifier si vous voyez des trous de perforation ou encore des œufs avec un filament typique qui ressort du fruit, comme vous voyez ici dans l'image B. Et puis, gestion. Donc, vous avez différentes mesures et l'efficacité de la mesure est indiquée par les petits signes plus. Donc, plus, c'est mesure essentielle. Plus, bonne efficacité. Juste un plus, c'est uniquement en combinaison avec d'autres mesures. Donc, une mesure essentielle, c'est la gestion du verger et favoriser un climat sec dans le verger parce que la drosophile prolifère quand il fait chaud, pas trop chaud et humide. Après, très bonne efficacité, les filets, c'est quelque chose qui s'est répandu, qui est devenu en fait standard pour la production de cerises de table. Donc les filets doivent avoir des maillons de 1 mm sur 1 mm pour pas que les adultes peuvent passer à travers le filet. Puis ensuite, l'hygiène et la récolte. Donc toujours enlever les fruits trop mûrs ou endommagés, tout de suite les mettre dans un conteneur que vous pouvez fermer de manière hermétique. Ensuite, vous avez les mesures directes, le piégeage de masse, convient plus pour les abricots et les prunes. Pour les cerisiers, en général, les cerises sont plus attractives que les pièges, mais ça dépend aussi de la densité des pièges. Vous pouvez utiliser les mêmes types de pièges que vous utilisez pour le suivi. Ensuite, vous pouvez pulvériser du kaolin, donc de l'argile blanche ou de la chaux éteinte sur les fruits pour en fait dissuader la drosophile d'attaquer le fruit. Par contre, ça cause des taches et ça sera très difficile de les laver. Donc, vous pouvez le faire pour des fruits destinés à la transformation, mais en général pour les fruits de table, c'est pas recommandé. Ensuite, dernière mesure, pulvérisation de spinosade, qui est un insecticide à spectre large. Donc, vraiment seulement de manière ponctuelle et c'est vraiment le dernier recours puisque il va aussi attaquer tous les auxiliaires. Ensuite, on a les mouches de la cerise. Donc, la mouche de la cerise Rhagoletis cerasi, la plus répandue chez nous. Mais vous avez aussi la mouche américaine de la cerise Rhagoletis cingulata qui peut être présente, qui en général le vol est un peu plus tard. Donc les adultes mesurent de 3 à 5 mm, sont noirs brillants avec un scutellum, c'est la partie c'est le nom pour la partie du thorax, une partie du thorax que vous voyez donc qui est jaune et que vous voyez dans le cercle rouge. Et vous avez des ailes, des motifs sur les ailes très spécifiques aux deux espèces, donc striées. La larve mesure jusqu'à 6 mm de long et elle est blanche. Cycle de vie. Donc les adultes pondent leurs œufs dans les fruits. La larve se développe dans le fruit. Puis elle se laisse tomber au sol, se transforme en pupe et passe en fait l'hiver dans le sol et éclosera l'année d'après.
Symptômes. Donc, encore une fois, ici, comme pour la drosophile, vous avez des larves dans les fruits. Les fruits sont à l'extérieur souvent d'un aspect brun et mou. Et suivi. Pour le suivi, vous pouvez utiliser des pièges jaunes collants. Vous pouvez les accrocher dans ou au même niveau que la partie supérieure des arbres. C'est là, en général, où vous aurez le plus euh, d'adultes qui volent. Et vous l'installez juste avant le changement de couleur des fruits, du vert au jaune, donc au début de la maturation. Et le seuil, c'est en moyenne 2 adultes trouvés par piège. Gestion. Donc, comme pour la drosophile, vous pouvez utiliser des filets pour des vergers basse tige. Donc, vous entourez tout votre verger avec les filets. Pour les cerisiers haute tige, une méthode serait de couvrir le sol avec un filet, puisqu'en fait, les pupes sont dans le sol et les adultes vont éclore. Ils vont pas pouvoir sortir et ils vont en fait mourir sous les filets. Après, vous pouvez aussi choisir des variétés à maturation précoce, parce que les variétés à maturation tardive vont être plus affectées par les mouches de la cerise. La mouche de la cerise. Mesure directe, vous avez aussi le piégeage de masse que vous pouvez faire. Une solution maison que vous pouvez utiliser, c'est une solution à 4% d'engrais à base de phosphate d'ammonium. Vous mettez environ 80 pièges par hectare juste avant le vol prévu. Vous pouvez aussi appliquer des champignons entomopathogènes, par exemple Beauveria bassiana, comme solution de biocontrôle. Vous pulvérisez sur le feuillage et les fruits environ une semaine après le début du vol et le champignon va coloniser les adultes. Vous voyez dans l'image D ici un adulte colonisé avec les filaments du champignon et donc l'adulte va mourir. Ensuite, vous avez aussi l'option d'appliquer de l'huile de Nîmes. Vous pouvez y ajouter du sucre ou de la levure pour favoriser l'ingestion. Et encore une fois, mesure d'urgence, application de spinosade. Ensuite, vous avez les tétraniques. Donc, vous avez le tétranique rouge, Panonicus ulmi. Vous pouvez reconnaître les femelles adultes rouge foncé avec des poils sur le dos. Les mâles sont plus petits, mais d'aspect plus clair. Et ces adultes vont pondre des œufs rouges sur la surface inférieure des fruits pendant la saison. Et ces œufs vont aussi passer l'hiver, sont de couleur plus foncée, les œufs d'hiver, et sont pondus entre la mi-août et le début octobre sur les rameaux et dans les crevasses de l'écorce. Au contraire, le tétranique tisserand, Tetranicus urticae, va passer l'hiver dans le stade adulte. Et là, ce sont les femelles qui hivernent sur l'arbre. Et vous voyez, les femelles non hivernantes sont d'aspect jaune avec 2 points noirs. Et les adultes hivernants sont d'aspect rouge. Symptômes. Donc, vous avez des dégâts sur feuilles, puisque les acariens se nourrissent en prélevant la sève des feuilles. Les feuilles infectées vont devenir blanchâtres ou bronzées et elles vont s'assécher. Donc, les attaques sévères peuvent réduire la croissance aussi des fruits et provoquer une chute prématurée sur certaines variétés. Il peut y avoir plusieurs générations qui peuvent se développer pendant l'année. Et les acariens sont particulièrement nuisibles par temps chaud et sec. Et donc, leur cycle de vie peut s'achever en 2 semaines seulement. Suivi et gestion. Donc, suivi pour le tétranique rouge, vous pouvez observer les feuilles
et les rameaux et voir si vous pouvez détecter des œufs. Donc là, c'est un passage au printemps ou plus tard, quand tu auras le développement des feuilles, donc ce sera les feuilles. Donc d'abord les rameaux, puis les feuilles. Tétranique tisserand, comme le nom l'indique, il tissera des toiles d'araignée sur les feuilles typiques, où vous trouverez des adultes et des œufs. Ici, vous avez une image sous microscope d'adultes ici et d'œufs. Ce que vous pouvez faire, c'est favoriser les acariens prédateurs comme Typhlodromus piri, Phytosaeolus persimilis ou Hippoaspis. Et si vous n'avez pas ces acariens prédateurs dans votre verger, vous pouvez les libérer une première fois et puis ensuite voir si vous pouvez les garder dans votre verger. Ensuite, on a le puceron noir du cerisier. Donc, vous voyez ici des pucerons aptères et ici un puceron ailé, ou encore ici. Vous avez le cycle de vie du puceron noir. Donc, en fait, vous avez l'hôte primaire qui est le cerisier et vous avez des hôtes secondaires qui sont des plantes herbacées. Euh, les adultes ailés vont en fait migrer de l'hôte primaire à l'hôte secondaire en été. Et puis, en automne, il y aura le vol du retour, en général à partir de septembre. Les adultes ailés vont pondre des adultes non ailés qui, à leur tour, vont pondre les œufs d'hiver, qui vont passer l'hiver donc sur l'arbre. Les œufs vont éclore au printemps. Vous avez les fondatrices qui éclosent de ces œufs d'hiver et les fondatrices vont se multiplier et créer des colonies. Et vous aurez donc ensuite d'abord des dégâts visibles sur feuilles et plus tard sur fruits. Symptômes. Donc, comme je disais, sur feuilles. Donc, vous avez, comme les pucerons se nourrissent de la sève des feuilles, ça provoque un enroulement des feuilles. Donc, c'est surtout la pointe des pouces qui va s'enrouler. Vous aurez les colonies de pucerons sur le dessous de la feuille. Vous aurez, en cas d'attaque sévère, un arrêt du développement des pousses. Et sur feuilles et fruits, vous aurez aussi le développement de champignons de la fumagine qui se développent sur les sécrétions de miella que produisent les pucerons. Suivi. Donc, ici, je vous ai encore mis le cycle, puisque c'est important de connaître le cycle pour pouvoir faire le suivi. Donc, le premier moment où vous pouvez contrôler la présence de pucerons, c'est en automne, voir si vous avez des pucerons ailés, en général sur le dessous de la feuille, partie inférieure des arbres, plutôt vers le tronc. Puis le deuxième moment où vous pouvez faire un suivi, c'est au printemps. D'abord, voir si vous trouvez des œufs sur les bourgeons. Et puis ensuite, si vous voyez des fondatrices, donc quand les œufs éclosent. Donc ici, vous avez, elles sont vraiment très petites, mais on peut les voir à l'œil nu. Ici, sur l'image, et puis ici. Gestion. Donc, mesures préventives, mesures de précaution, c'est une fertilisation équilibrée et une régulation de la croissance. Parce que plus vous avez une forte croissance avec des rameaux fraîchement développés, plus ça attirera le puceron. Enfin, le puceron aime bien les feuilles tendres. Ensuite, favoriser les auxiliaires prédateurs. Ça peut être les cirphes, les coccinelles, les chrysopes, mais aussi les parasitoïdes qui pondent leurs œufs en fait dans le puceron, se développer à l'intérieur. Ensuite, vous avez la lutte directe avec les produits phytosanitaires.
Donc en automne, quand vous aurez le vol du retour, juste au début du vol de retour, vous pouvez appliquer du kaolin, de l'argile blanche, pour dissuader le puceron de pondre sur l'arbre, enfin sur les feuilles. Ici, vous voyez un arbre sans kaolin et un arbre traité avec kaolin. Donc vous voyez très bien la couche blanche sur toutes les parties de l'arbre, enfin sur toutes les feuilles, qui va dissuader non seulement les pucerons d'atterrir sur une feuille, donc la reconnaissance de l'arbre, mais aussi diminuer la fécondité des pucerons et augmenter leur mortalité. Ensuite, en hiver, avant le débourrement, vous pouvez faire un traitement à l'huile de paraffine pour étouffer les œufs d'hiver. Et ça vous permettra de réduire la population de départ au début de votre saison. Chaque fondatrice que vous pouvez éliminer, c'est plein, plein de colonies évitées pendant la saison. Et puis, une fois que la saison a commencé au printemps, vous pouvez utiliser le pyrètre, insecticide de contact, combiné au savon pour augmenter l'efficacité. Ou encore l'huile de Nîmes que vous appliquez une fois que vous aurez assez de masse foliaire, puisque le Nîmes va être euh, absorbé par les feuilles. Et puis quand les pucerons vont prélever de la sève de la feuille, vont ingérer l'insecticide et en mourir. Puis le dernier ravageur, vous avez le Carpocaps de la prune, Grapholita funebrana. Les adultes mesurent entre 11 et 15 mm de long, sont brun-gris avec un motif diffus. La larve a une tête blanche. Le cycle de vie, donc vous pouvez avoir soit une, voire deux générations par an. La première génération étant de mai à juin et la seconde juillet-août. Les larves hivernent dans les fissures de l'écorce ou dans le sol et l'éclosion des adultes sera au printemps, fin avril, début mai. Et les adultes vont commencer à pondre des œufs lorsque la température excède un seuil de 14 degrés en général. Symptômes, vous pouvez avoir des symptômes en juin avec une décoloration bleue prématurée des fruits là où ils ont été attaqués, là où les adultes donc, ont pondu des œufs dans le fruit. Vous avez aussi une décharge de résine au point de poncture. Et lorsque vous ouvrez le fruit, vous verrez la larve, les sortes de tunnels autour du noyau et les déjections. Donc, suivi, vous pouvez faire le suivi du vol d'adultes avec des pièges à phéromones. Ici, vous voyez l'image A, un piège delta à phéromones avec des adultes capturés sur la surface collante, ici, du piège. Donc, le seuil pour la première génération, ce sont 12 adultes et pour la seconde génération, ce sont 6 adultes par semaine. Vous pouvez aussi vérifier la ponte d'œufs sur fruits et la présence de larves dans les fruits, ici, comme dans l'image B. Ensuite, gestion. Ce qui est le plus répandu et le plus efficace, c'est la confusion sexuelle avec des phéromones. Donc, vous avez des sortes de spaghettis rouges que vous pouvez accrocher dans l'arbre, ici dans l'image C, à gauche et puis à droite ici. Donc, ça fonctionne en général dans les vergers de plus d'un demi-hectare de surface. C'est la surface minimum pour que c'est un effet. Vous pouvez aussi appliquer du BT, Bacillus thuringiensis courtaki, ou encore utiliser des filets, si c'est rentable dans votre région. Donc voilà, j'ai passé en revue les ravageurs et la gestion. Et maintenant, on va ouvrir la session questions-réponses. Et je vais demander donc à Robin de me poser la première question.
Merci Clémence pour la présentation. Donc, on a d'abord des questions sur la drosophile. Quelqu'un qui demande, quand tu dis qu'il faut qu'il fasse chaud, mais pas trop chaud, quelle température tu entends une température qui est pas trop chaude pour la drosophile? En général, elle aime bien les températures entre 20 et 25 degrés. Après, quand on approche les 30, c'est déjà trop chaud pour la drosophile. Elle préfère se retirer dans des endroits ombragés. Ça peut être dans le verger, ça peut être aux alentours du verger, dans une partie de forêt, par exemple, ou une partie de haie. Et ensuite, comment se passe la phase d'hivernage pour la drosophile? En général, elle se retire dans les alentours. Euh, mais elle va aussi passer l'hiver en tant que dans ce stade pupe comme la mouche de la frise. Oui. Et pour la mouche de la cerise, là maintenant, à défaut de filet au sol, est-ce qu'un léger travail du sol avant l'éclosion peut limiter le développement des mouches de la cerise? J'ai pas entendu que ce soit une mesure de gestion de travailler le sol. Si oui, enfin, ça peut sûrement détruire une partie des pupes, euh, mais j'ai pas connaissance d'essais qui comparent. En général, en bio, on travaille le sol de toute manière au printemps pour mobiliser les nutriments et pour la gestion de l'enherbage. Jamais on peut rajouter aussi que si vous avez la possibilité de mettre les poules, c'est une technique qui peut aussi partiellement faire effet. Lâcher les poules dans les vergers, elles ont un effet nettoyant, je pense un peu plus important que le travail du sol, si jamais, pour avoir un effet. Ensuite, il n'existe pas de prédateurs pour la drosophile ou les mouches du cerisier. Euh, Drosophile, on a des parasitoïdes. Euh, Après, ça dépend de la législation dans votre pays si vous avez le droit de lâcher ces parasitoïdes, mais il en existe. Mouche de la cerise, euh, il doit y en avoir. Je ne peux pas vous dire lesquels là de suite. Faudrait que je regarde. Et après, ça concernait le tétranyx, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut favoriser les acariens prédateurs en verger. En leur offrant des habitats. Mais en fait, c'est surtout en évitant les insecticides qui peuvent nuire aux acariens. Parce qu'en général, ils sont présents. Euh, voilà. Et s'ils sont pas présents, bah, faut les appliquer. Dans le cadre du projet, encore une fois, on a fait une vidéo comment appliquer les prédateurs dans le verger. C'est les collègues tchèques qui ont fait cette vidéo. Vous pouvez regarder. Il y a aussi, si vous avez possibilité, soit vous avez de la vigne ou quelqu'un qui a de la vigne à côté, d'incorporer des typhlodromes. Donc, simplement en prenant, au moment du cisaillage de la vigne, de prélever des bouts de vigne taillés. Et c'est souvent assez riche en typhlodromes. Donc, c'est un des acariens prédateurs que vous pouvez facilement amener, si jamais dans Mhm. votre verger, si nécessaire. Et ensuite, c'est concernant le puceron noir du cerisier. Est-ce qu'il y a un effet négatif du kaolin sur l'arbre au niveau de sa capacité de photosynthèse, par exemple? Euh, alors, on a fait des essais sur 3 ans, même 4. On n'a pas vu d'effet négatif sur la qualité des fruits. Euh, donc, a priori, non. Mais c'est vrai que là, il faudrait voir peut-être sur une période plus longue. Euh, ouais. Après, l'application, c'est fin septembre jusqu'à la chute des feuilles en 2 à 3 passages. Donc voilà, c'est déjà un stade où
la luminosité diminue, voilà, la photosynthèse diminue. Ouais. Ensuite, quel savon on utilise contre le puceron noir du cerisier? Quel type de savon, en fait? Enfin, savon noir, tout bête. Enfin, c'est juste quelque chose qui, en fait, attaque euh, la, la surface du puceron, enfin, la peau, je sais pas comment on appelle ça, pour que l'insecticide ait plus de facilité à pénétrer le puceron. Attaque. Et puis, il y avait une question par rapport aux auxiliaires. Est-ce que le noisetier, qui attire également les acariens, est intéressant à introduire dans les vergers de fruits à noyaux pour attirer les auxiliaires des acariens? Ah, ça, je sais pas. J'ai pas eu connaissance de cette méthode. Ça, pareil, je vois que j'ai pas trop d'informations là-dessus. Plus l'effet vigne, justement. Les typhlodromes, c'est quelque chose de connu. Après, le noisetier, j'ai pas forcément connaissance de la méthode. Ensuite, il y a plusieurs questions qui sont venues à la fin de la présentation, donc je n'ai pas pu les trier. Elles sont venues tout en même temps au moment où tu as fini de présenter. Mais savoir si le Bacillus thuringiensis est sélectif. S'il est sélectif. Mhm. Alors, a priori, oui. Il doit être très spécifique. Euh, pour être honnête, c'est pas une mesure enfin, peut-être plus une mesure parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'efficacité qu'on utilise, nous, en Suisse. Nous, on mise vraiment sur la confusion sexuelle. Mais je sais que nos collègues tchèques utilisent encore les applications de BT. Mais en général, le BT est très spécifique. C'est une question plus un peu agro-écosystème, mais est-ce qu'un petit verger de 10 à 20 fruitiers a autant de risques qu'un grand verger? Je pense que plutôt de manière générale sur tous les ravageurs. Risque, bah oui, même peut-être plus de risques puisque ça vaut pas la peine de faire un suivi, de contrôler, de protéger les arbres. Donc, je sais que pour la drosophile, c'est les arbres aux tiges dont on s'occupe pas sont les pires. C'est là où le ravageur va proliférer et va créer une pression pour les vergers aux alentours qui sont destinés à la production. Et ensuite, il y a quelqu'un qui revient par rapport à l'aspect des poules pour les mouches de la cerise, si c'est vraiment efficace. Euh, Là, je peux peut-être juste compléter par rapport à ce qu'on a dit avant, mais c'est une efficacité partielle, mais c'est mieux que rien. Et c'est si vous avez déjà l'habitude ou la possibilité de mettre les poules, où c'est intéressant, mais ça va clairement pas vous nettoyer le verger complètement. Mais pour deux, trois producteurs avec qui on travaille, ils trouvent que c'est une méthode qui complète en fait la protection ensuite en verger, quoi. Et puis il y a une personne qui pose plusieurs questions dans son message. D'abord, est-ce que les pièges collants n'attrapent pas aussi les auxiliaires? Donc là, ce serait pour le piège collant mouche de la cerise. Euh, il peut y avoir d'autres insectes qui restent collés. En général, c'est plutôt les mouches. Ce ne sera pas les insectes pollinisateurs. C'est très très rare qu'il y ait une abeille sur les pièges collants jaunes. C'est vraiment une couleur très attractive pour la mouche de la cerise. Et puis on va pas laisser le piège accroché d'une manière, enfin d'une ma- sur une période prolongée. Ce sera sur quelques semaines uniquement. Et puis il faut les enlever dès qu'on a fini le suivi. C'est très important. Mais non, les pollinisateurs, ils ont aussi d'autres. Il n'y a pas juste la couleur qui joue un rôle pour la reconnaissance du coup des fleurs. Ils reconnaissent des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Et ensuite, c'est de savoir si le phosphate d'ammonium n'a pas d'impact sur l'environnement. Bon, là, on parle de 300 millilitres dans une petite bouteille, donc, et puis ça reste dans la bouteille. C'est vraiment juste pour attirer le ravageur et pour qu'il se noie dedans. Et puis après, on va, euh, j'ai le mot en allemand, fachgerecht entsorgen. Donc en fait, on va le détruire, mais enfin recycler de manière, voilà, consciente. Mhm.
Quelqu'un qui demande qu'en est-il du puceron vert du pêcher? Alors, c'est vrai qu'on l'a pas traité dans On n'en ce. a pas parlé. Non. Mhm. Bah, pour les auxiliaires prédateurs, c'est les mêmes. Ils sont pas spécifiques. Donc, les larves de cirque, les larves de coccinelle ou les adultes de coccinelle, les chrysopes, euh, sont tous enfin, les larves, des mangeurs de pucerons généralistes. Les parasitoïdes, c'est vrai, là, ils sont plus spécifiques. Euh, mais voilà, sur ça. Quelqu'un qui demande il y a des limitations en termes d'utilisation du Nîmes. Oui, bah, ça dépend des autorisations de votre pays. Je sais qu'en France, il n'est pas autorisé. En Suisse, il est autorisé. Euh, pour l'instant, peut-être qu'il va être retiré un jour ou l'autre. Oui. Quelle proportion pour le piège vinaigre eau savon? Alors, Piégé. c'est moitié eau, moitié vinaigre. Vous pouvez aussi ajouter, au lieu de 50% de vinaigre, 40% de vinaigre et 10% de vin rouge. Ça revient plus cher. Le savon, juste 2 gouttes. Il y a une question si ces ravageurs sont les mêmes pour les abricotiers et les pruniers, ceux qui ont été présentés aujourd'hui. Alors, sur la première, enfin, la slide d'introduction, je peux vous la remontrer. Hop. Voilà, vous voyez sur quel type de fruit le ravageur fait des dégâts. Donc, drosophile, cerise, prune, abricot, mouche de la cerise, queue cerise. Pareil pour le puceron noir du cerisier, c'est queue cerise. Les tétraniques, c'est tout. Les fruits à noyaux et carpocapsule prune, c'est juste prune. Quelqu'un demande si on en sait plus sur les espèces herbacées qui hébergent les pucerons noirs du cerisier en été. Est-ce que ça pourrait être une solution de lutter contre ces herbes sans tout désherber? Oui, il y a par exemple, je connais que les noms latins Gallium Le gaillet, et ouais, le Gaillet commun et Véronica, la Véronique. euh, la Véronique. Bon, voilà, très simple vu que latin et français, oui, c'est très proche. Oui, donc ces deux-là. Après, si je crois pas que ce soit une mesure efficace de vouloir éradiquer les plantes herbacées que vous avez dans votre verger. Euh, ce sont juste des hôtes temporaires pendant quelques semaines, pendant l'été. Après, si vous pouvez éviter, justement, c'est là on vise à minimiser la migration de l'hôte secondaire vers l'hôte primaire en automne. Il faut aussi se dire, pour pas ce puceron-là, mais il y a aussi le plantain, par exemple, qui est une espèce qui abrite beaucoup de pucerons. Et là, vous en avez facilement dans vos vergers, surtout sur les passages de roues. Donc, on peut pas vraiment imaginer les éliminer. Mais par contre, il faut aussi se dire que si le puceron, à un moment de l'année, il est sur ces herbes-là, si on arrive à déjà avoir des populations d'auxiliaires, coccinelles, cirques ou chrysopes, qui peuvent s'attaquer à elles pendant qu'elles sont sur l'enherbement, ça peut être déjà ça de gagner avant qu'il y ait la migration sur les arbres. Donc, plutôt miser sur un écosystème équilibré que d'éliminer toutes les plantes qui nous posent problème. Quelqu'un qui demande l'efficacité de la décoction d'ail et le piégeage contre la drosophile. Décoction d'ail, je sais pas. Euh, je connais pas les essais qui ont été faits potentiellement sur ça. Piégeage, bah, ça fonctionne bien si on n'a pas les capacités d'investir dans des filets. Mais encore une fois, la gestion du verger et l'hygiène à la récolte restent plus importants. Enfin, les plus importants. Vraiment, cueillir tous vos fruits d'une traite, enlever tout ce qui est infecté, mettre ça dans des tonneaux fermés. Et puis quelqu'un qui revient sur les poules, sur la durée approximative, à quelle période pour être efficace. Là, je voudrais juste compléter par rapport à avant. C'est vraiment un peu la période automne-hiver. En fait, encore actuellement, là, les producteurs ont encore les poules dans le verger. Juste attendre, peut-être juste éviter pendant les périodes les premiers traitements qui sont faits, mais en fait, toute la période un peu automne-hiver,
si vous avez la possibilité. Bon, maintenant, on sait qu'on est aussi en problématique de grippe aviaire, donc à voir aussi selon votre législation comment c'est possible, mais le plus que vous pouvez, en fait, finalement. Si vous pouvez les laisser, tant mieux, quoi. Après, quelqu'un qui complète, je pense que c'est plutôt une réponse pour les acariens prédateurs, humidité relative 70% et pollen. Je pense que c'était plutôt une réponse pour favoriser les prédateurs, j'imagine. C'est Ensuite, une pour le question ou c'est Carpocaps. une réponse? Non, Ouais, j'imagine que c'est plutôt une réponse, c'est pas sous c'était forme une de réponse. question. Donc, oui. Oui. Pour le Carpocaps, pourquoi la confusion sexuelle par phéromone n'est efficace qu'à partir de 0,5 hectares de verger? Bah, parce que les dispenseurs vont lâcher donc des phéromones qui imitent l'odeur des femelles et qui vont donc empêcher les mâles de trouver les femelles. Et ça crée une sorte de nuage de phéromones et il faut que le nuage soit assez grand pour être efficace. Enfin, si la surface est trop petite, il y aura trop, comment dire, le contour, la surface de contour d'arbres qui sont moins dans le nuage de phéromones, sont plus à risque d'être infectés. Et c'est aussi, j'ai pas mentionné, mais la densité des phéromones qu'il faut accrocher autour du verger doit être plus haute qu'à l'intérieur du verger. À l'intérieur du verger, ça peut être chaque quatrième arbre. Tout autour, ça, c'est peut-être chaque deuxième arbre. Enfin, Et quelqu'un qui demande comment on peut maintenir les cirfs vu que les adultes ne nourrissent pas de pucerons. oui. Donc les adultes cirfes se nourrissent de pollen, de fleurs qui fleurissent, fleurs jaunes et blanches, à floraison précoce. Les cirfes, c'est un des auxiliaires qui vole le plus tôt dans l'année, donc déjà à partir de mars. Donc la réponse, c'est implémenter des bandes fleuries si vous n'en avez pas encore dans votre verger. Euh, oui. D'ailleurs, c'est aussi un des pollinisateurs sous-estimés des cultures, les cirfes. Il n'y a pas que les abeilles. Et il y a plein d'effets. Il y a jusqu'à 300 espèces de cirfes. Donc, Il y a quelqu'un qui demande pour quelle raison l'huile de Nîmes n'est pas autorisée dans certains pays. Quelle est la problématique? toxicité. On a peut-être hum, différentes procédures ou différents tests de toxicité qui sont en vigueur, plus restrictifs, moins restrictifs. Oui. Et savoir par rapport de nouveau à mouches de la cerise et drosophiles, est-ce que les mérisiers présents dans les haies sont aussi des hôtes potentiels tout au long de la saison? Est-ce qu'il faut les éviter? Oui, oui. C'est les merisiers, c'est C'est le cerisier. l'espèce d'arbre le plus proche du cerisier à table. Et oui, c'est aussi un hôte pour tous les ravageurs du cerisier. Et chez nous, il y a aussi enfin, pas seulement chez nous, mais non, il y a aussi le prunelier qui est un hôte assez intéressant pour eux. Et par contre, malheureusement, penser à les éviter ou etc., c'est un peu compliqué, surtout en coteaux. Si vous avez des vergers en coteaux, vous êtes entouré de ce genre d'espèces. Donc, de nouveau, on ne pourra pas lutter contre, mais on a une pression beaucoup plus forte. C'est plutôt quelque chose à prendre en compte, mais lutter là-dessus, ça va être très compliqué, malheureusement. Et puis quelqu'un qui nous précise que le Nîmes est autorisé en France et que c'est le Nîmes Azal qui a une dérogation sur les fruitiers, si jamais pour ceux qui voulaient Je... l'information. Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait une différence entre Nîmes et Nîmes-Azal. D'accord. Ça doit être l'un est formulé, l'autre. Enfin, ça doit être une question de formulation.
Et est-ce que Parce la que justement, à c'est chaque fois que je présente le NIM, mes collègues français disent ah oui, nous, on n'a pas le droit de l'appliquer. C'est pour ça que je. vrai que j'ai aussi entendu ça tout D'accord. le temps, donc moi, je savais pas qu'il y avait la différence Parce que oui, enfin, d'après mes connaissances, le Nimasal, c'est juste le nom commerciale, en fait. commercial et la matière active, c'est l'azadiractine. Mhm. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que la diversification des vergers par la multiplication des espèces limite forcément les ravageurs? Là, je pense qu'on a déjà un peu parlé de ça, mais Bah, malheureusement, pas forcément. Enfin, c'est sûr que vous avez vu, les ravageurs n'ont pas les mêmes hôtes. Mais après, pour la gestion, enfin, le suivi, la gestion et tout ça, c'est toujours plus facile d'avoir un verger homogène. Bon, c'est clair, si vous mettez tout en filet, euh, vous pouvez. Oui, ça a un effet pour tous les ravageurs, différents ravageurs, donc carpeaux, mouches de la cerise, drosophiles. Oui, il y en a beaucoup qui peuvent être évités. Mais si vous n'avez pas de filet, ça va être très difficile parce que si vous êtes obligé de traiter, vous allez aussi traiter des arbres qui n'ont pas besoin d'être traités. Bon, avec l'agriculture de précision, mais on n'en est pas encore, on pourra peut-être en arriver à avoir un pulvérisateur qui s'arrête d'appliquer du produit quand il reconnaît un arbre différent de l'autre. Mais après, oui, est-ce que vous voulez faire trois passages différents parce que vous avez mixé trois différentes espèces avec trois différents ravageurs? Ça dépend aussi de la qualité de fruits que vous espérez avoir. Si vous avez de la vente directe ou vous tolérez un certain taux de dégâts sur fruits, pourquoi pas, si c'est pour la transformation, mais pour fruits de table, pour la vente en détail, ça va être difficile. on a une dernière question sur la Drosophila Suzuki. À quel point ça touche aussi les autres fruits que la cerise? Bah, les couleurs les plus attractives, c'est le noir et le rouge. Donc, top 1 attractif, c'est tout ce qui est noir. Sureau, mûr. Ensuite, vous avez rouge, cerise, baie, euh, framboise. Ensuite, vous avez jaune-orange. Donc, voilà, vous avez abricot. Donc, voilà, ça, c'est l'ordre de préférence. Ah, j'ai oublié vigne. Vigne, très, très attractif aussi. Donc, voilà, ça dépend aussi qu'est-ce que vous avez comme verger aux alentours. Et puis, est-ce que la drosophile pourra migrer enfin, d'un verger à l'autre? Par exemple, vous avez des cerisiers. Ensuite, la récolte est finie, mais vous avez de la vigne juste à côté. Donc, en fait, la drosophile va migrer du verger de cerisier dans les vignes et va continuer là-bas. Donc, le vigneron voisin ne sera pas content. Voilà, ça. Le pire, c'est si la drosophile trouve un hôte tout au long de l'année. Et puis là, je peux rajouter peut-être on a au niveau de la partie romande de la Suisse, on a pas mal d'abricotiers dans le canton du Valais. Et en fait, on a sur le principe, la Drosophila Suzuki s'attaque aussi à l'abricot, mais en fait, en plaine, on a assez peu de problématiques. Mais ceux qui sont en coteau avec, comme je disais avant, beaucoup de pruneliers autour, eux, ils savent que c'est vraiment une pression très forte. Donc voilà, même si à la base, elle s'attaque à l'abricotier, ça dépend encore le contexte autour, vraiment toutes les parcelles alentour ou l'environnement naturel. Et il y a une D'ailleurs, question. juste, Oui. j'ai dit des bêtises. La drosophile, elle hiverne pas en pupe, en tant que pupe, mais en tant qu'adulte. C'est des adultes qui sont plus foncés. Enfin, euh, ils sont différenciés. Ils peuvent être différenciés à la. Donc, il y a un type, un adulte qui hiverne et un adulte qui n'hiverne pas. Et en fait, ils vont juste réduire leur métabolisme et se cacher. Ça, justement, ça peut être la forêt, ça peut être les habitations, ça peut être un endroit où le sol ou les plantes herbacées. Voilà. Il y a une question qui s'est rajoutée. Est-ce que vous avez testé des panneaux noirs englués contre la drosophile? Euh, non, pas que je sache. Panneaux jaunes englués, oui. Panneaux noirs englués, non. Enfin,
mes collègues entomologues ont testé différents pièges pour voir quel est le plus attractif. Et oui, ils ont déterminé noir et rouge. Mais je crois pas qu'ils aient fait de piégeage avec euh, piège noir anglais. On arrive au bout du temps. On a juste une question qui s'est remise aussi, c'est par rapport au nombre de poules qu'il faudrait à l'hectare pour avoir des effets. Là-dessus, difficile à dire. Les producteurs chez qui ils pratiquent déjà ça, ils n'ont pas vraiment calculé le nombre de poules à lâcher parce qu'ils font en plus une rotation à un parc. Donc, ouais, le nombre de poules à l'hectare, je pourrais pas vous dire. C'est vraiment plus de les. Si vous faut une concentration importante à un moment, de faire des petits parcs à déplacer régulièrement, mais je crois pas qu'il y a vraiment des données là-dessus actuellement pour une efficacité. Vu que ça a une efficacité très partielle, il n'y a pas de grandes études là-dessus. Donc voilà, si tout le monde a fini maintenant de poser des questions, je vous remercie tous pour votre attention. Et puis, donc pour ceux qu'on retrouve après, ce sera à 10h30 pour la partie sur les maladies des fruits à noyaux. Je vous dis à tout à l'heure.